Même s'il faut avoir une bonne dose d'inconscience au départ, les entrepreneurs ne sont pas tous obligés de partir la fleur au fusil, surtout quand il s'agit de partir à l'international, à Los Angeles, un territoire extrêmement concurrentiel, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour en parler avec nous, Laurent Rubin et Estelle Garnier, vous êtes tous les deux cofondateurs de French Accelerator. French Accelerator, donc c'est un accélérateur pour aider les startups françaises à s'installer à Los Angeles, mais pas n'importe quelle startup. Tout à fait. Qui veut commencer? C'est quelle startup en fait? De quoi on parle? On parle de série A. Oui. On parle, aujourd'hui, nous avons 3 critères pour pouvoir accepter une startup dans notre accélérateur. Première des choses, c'est qu'on veut qu'elle ait un produit. Ce n'est pas un prototype, on veut un produit. Deuxième des choses, c'est qu'on cherche surtout une équipe managériale qui ait la capacité de venir aux États-Unis. Ce n'est pas juste un fondateur et son CTO, c'est vraiment une équipe qui derrière va pouvoir gérer le développement de la France, mais aussi gérer l'étendue aux États-Unis. Pourquoi est-ce que vous parlez vous mettez comme condition d'avoir déjà réalisé une série A? Ça veut dire que si on n'a pas réalisé ça, on n'a pas les reins assez solides pour s'accrocher à Los Angeles? Concrètement, c'est notre position aujourd'hui, sauf si vous appelez de Criteo. Mais pas tout le monde s'appelle Criteo. On voit aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs français venir aux États-Unis. Ce dont on ne parle pas assez, c'est ceux qui repartent rapidement. Le taux d'échec est extrêmement important parce que la plupart des gens ne viennent pas assez préparés. C'est-à-dire le taux d'échec, ça dure combien de temps? Il reste 6 mois, 1 mois, 1 an? Les études sur lesquelles nous avons travaillé depuis 2 ans font voir qu'il y a entre 50 et 80% de taux d'échec en moins de 18 mois et plus de 500 000 $ dépensés. 500 000 $ de dépensés, de perdus. Vous dites donc, pour ce French Accelerator, vous avez créé un projet d'accompagnement pour les startups. Ça ressemble à quoi ce projet-là? C'est un projet intensif? Un programme intensif? Un concept assez unique, on va dire. Nous avons donc un programme de 12 mois. Et quand on parle d'accélération, on parle vraiment d'exécution. Un programme sur les 6 premiers mois, un accompagnement au niveau administratif pour tout ce qui est visa, création d'entreprise américaine. On leur donne un espace de coworking. Qu'ai-je oublié? Donc ça, c'est au niveau administratif. Ensuite, au niveau exécution en marketing. Nous travaillons donc avec des consultants. Nous sommes équipés de 22, nous travaillons avec 22 consultants. Marketing, donc tout ce qui est la stratégie marketing, adaptée au marché américain, l'image de marque du produit, de la boîte. Et puis ensuite, exécution en vente, c'est-à-dire que nos consultants vont aller chercher les premiers clients, démarche de trouver les premiers partenaires, les premiers distributeurs, ce qui est indispensable donc pour des Français qui viennent aux US pour lever des fonds auprès de fonds américains. Alors ça, on va revenir sur cet aspect-là. Mais ça, c'est donc le programme de 6 mois. C'est le programme vraiment de manière générale. Derrière cet aspect, on parle de programme intensif. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu Marissa Meyer qui expliquait, moi je pense que je peux travailler 130 heures par semaine, c'est pas un problème. Il y a cet aspect, quand on parle des États-Unis, et surtout aussi la Silicon Valley et la Silicon Beach, qui est plus Los Angeles, où on travaille énormément. Quand on veut réussir là-bas, il faut vraiment travailler énormément. La question est bête, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ce qui est plus important que le travail, on le voit au quotidien, c'est le réseau. Et bien sûr qu'aujourd'hui, nous travaillons aujourd'hui du matin à 6 heures parce qu'on a beaucoup de coups de téléphone avec l'Europe, notamment avec la France. 9 heures de décalage. Et 9 heures de décalage, que le soir, en plus, nous sommes partenaires dans la vie comme dans le travail. On travaille tous les soirs jusqu'à 11 heures du soir. Maintenant, je pense que ce qui est important, surtout pour un entrepreneur français qui vient aux États-Unis, c'est surtout de se créer un réseau. Et on a la capacité, en plus, d'avoir des gens hyper intelligents chez nous, en France, des entrepreneurs hyper dynamiques, créatifs. Ce qui est important, c'est surtout les aider à avoir un réseau très rapidement, parce que c'est la clé du succès aujourd'hui. Ça se passe comment, le réseau, en fait? Vous connaissez déjà, vous les faites entrer dans des clubs particuliers? Ouais, comment ça se passe?
Les Américains sont très très forts en réseau. Ils font du réseau pour du business du matin au soir. Leur vie se passe au travers du réseau et ça se passe bien sûr au travers des écoles, mais au travers des cercles professionnels. Aujourd'hui sur Los Angeles, on a la possibilité d'avoir plusieurs types de réseaux, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le business, que ce soit la politique, etc. Et ces réseaux vous permettent vraiment de capitaliser derrière du business. Des événements, effectivement, pour rencontrer des personnes au niveau américain, au niveau français. Concrètement, on gagne combien de temps en passant par un accélérateur? Je parle même pas forcément en parlant du vôtre, mais... C'est simple, nous on essaie de leur faire en un an ce qu'eux auraient fait en 3 ans seuls, sans avoir le support d'experts dans chaque domaine qui a une expertise internationale, française, américaine. Alors vous dites aussi que vous couvrez toutes les étapes dans ce programme-là, j'aimerais en savoir plus. Vous dites même que vous les aidez, ces startups qui ont déjà réalisé une série A, à obtenir leur première référence client. Bien sûr. Alors, quand on dit une référence client, quand il y a une startup qui a déjà réalisé une levée de fonds d'un certain montant, on se dit, ils savent le faire déjà. Pourquoi? C'est quoi la différence entre la France et Los Angeles pour que vous soyez obligés de les suivre? En fait, quand on est une start-up et qu'on investit beaucoup sur un produit ou un service et on commence à gagner des références clients sur un marché donné comme la France ou l'Europe, quand on vient après aux États-Unis, on vient pour étendre son business, surtout pour valoriser sa société, parce que les multiples de valorisation entre la France et les États-Unis, c'est x5. Donc, surtout dans les séries A vers les séries B. Et donc, quand on arrive aux États-Unis et qu'on veut lever de l'argent aux États-Unis, il y a deux points qui sont importants. C'est avoir sa société aux États-Unis et un historique de sa société aux États-Unis. Deuxièmement, c'est d'avoir des vraies références clients américaines. Autrement, vous n'allez pas trouver d'investisseur américain qui va investir dans votre société. Et il faut aller très très vite parce que c'est un petit peu le jeu contre la montre. Et donc, nous, en fait, on a la possibilité, sur les 22 experts que nous avons, on a une force commerciale de 8 commerciaux qui sont des experts commerciaux, tous francophiles, qui sont américains, mais aussi, surtout francophiles. Ils comprennent la mentalité, l'approche française qui est complètement différente de celle de la France, des Américains. Mais par contre, ils ont un carnet d'adresses fabuleux. Ils sont tous répartis sur les États-Unis, entre la côte Est et la côte Ouest. Et là, on peut attaquer directement des clients. Et souvent, c'est ce que l'on fait là sur plusieurs clients. On arrive à avoir les premières références très rapidement. Ce qu'un Français ne pourra pas faire tout seul. Alors, on a parlé réseau, on a parlé levée de fonds, mais il y a aussi un troisième pilier qui est très intéressant, très important chez vous, en tout cas c'est ce que vous mettez en avant, c'est l'adaptabilité, pardon, j'ai du mal à le dire, mais c'est-à-dire vraiment cette souplesse et cette compréhension du marché qui est quand même différent de ce qu'on peut voir en Europe. Vas-y. L'adaptabilité, c'est la chose la plus importante. On a, dans les collaborateurs que nous avons, on a une personne qui est docteur en cross-cultural training. C'est-à-dire que c'est une personne qui va aider notamment des Français à pouvoir comprendre comment on fait du business aux États-Unis. Que ce soit, par exemple, arriver à l'heure à un rendez-vous, c'est même pas juste, c'est une obligation. Être plus tard sur un rendez-vous, au lieu que ça dure 1 heure, ça dure 1h30, ça sera mal vu par un Américain. Nous, on va penser, en tant que Français, que... Vous connaissez des startups ou des entreprises françaises qui, pensant que c'était bien de rester un peu plus longtemps, se sont retrouvées à se faire un peu scier les gens? Complètement, on le vit tous les jours. Hein. Vous savez, on a 8 startups aujourd'hui. On vient maintenant d'en signer une 9e ce matin. Mais sur les 9 startups, on a des gens qui sont extrêmement brillants, mais ils ont ce besoin critique d'être adaptés rapidement. Et pour ça que dans les premières semaines où nos startups arrivent aux États-Unis, cette formation, elle est très importante. C'est vrai que les phrases françaises sont beaucoup plus longues. Les Américains vont aller tout de suite straight to the point. C'est efficacité, c'est compter le temps. On arrive à l'heure, on repart à l'heure. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, quand on est entrepreneur et qu'on travaille avec l'Europe, on ne connaît pas forcément la façon de travailler aux US, et c'est primordial pour effectivement avoir une bonne relation avec un Donc ça se traduit comment une formation de 2 semaines où vous leur dites, non, attendez, les Américains, c'est 9h, c'est 9h, quand ils disent 1 heure, c'est 10h. C'est d'en parler aussi, il y a des retours, il y a des témoignages d'entrepreneurs américains qui disent, moi j'ai eu des Français, enfin genre, c'est pas possible, moi pour ça. C'est vraiment une vraie étude, cette personne dont Laurent parle, avec qui on travaille, va vraiment tester en amont les capacités de ces entrepreneurs pour pouvoir vraiment adapter son programme d'apprentissage. Le travail que l'on fait en tant qu'accélérateur, ce ne sont pas des sessions plénières de 10, 20 startups, etc. C'est un travail plutôt haute couture. On est, pour chaque startup,
sur chaque start-up, pendant un an, on a 3-4 consultants qui sont en plein temps sur chaque mission. C'est pas du coaching, c'est de l'exécution. Donc, on fait un travail vraiment de qualité. Et par exemple, pour la partie coaching, on va voir généralement les 2 premières semaines où ils vont arriver, vraiment cette session intense d'immersion. Ensuite, par contre, dans la deuxième phase de notre accélération, 6e, 7e mois, on va travailler plutôt sur les capacités de l'entrepreneur à parler en public. Parce que ça, c'est un des gros problèmes de nos compatriotes français. On sait écrire, mais on ne sait pas parler. On sait très très bien écrire, on sait penser, mais par contre, on est extrêmement mauvais en ce qu'on appelle en public speaking. Et alors que j'ai 2 enfants qui sont français, mais qui ont été élevés aux États-Unis, mes enfants, à l'âge de 4 ans, ils sont devant le pupitre, devant toute la classe, et aucun problème. Ils savent moduler un discours pendant 5 minutes, 20 minutes, 1 heure, avec intro, en thèse, antithèse, conclusion. Ils savent utiliser l'humour, ils savent gérer leur temps, ils savent gérer l'humour et le regard des gens. Je suis arrivée il y a 20 ans aux États-Unis, j'étais complexée par rapport à un petit Américain de 6 ans. Ah oui. C'est impressionnant, on a une vraie différence fondamentale et nos entrepreneurs français, quand on veut les faire pitcher auprès d'investisseurs, etc., il est important qu'ils soient préparés. Donc, vous nous dites en fait à tous les entrepreneurs français, prenez des cours de théâtre. Quoi. Ah ouais. C'est ça, vraiment. À Los Angeles, à Hollywood. Vous avez parlé de 9 startups. Alors moi, j'en connais que 6, mais vous allez me dire les 3 autres. Bien sûr. C'est Kepri. Alors c'est une solution d'A/B testing. Lafit qui propose une approche du fitness fun et connectée. Sniffer, une plateforme gratuite d'e-commerce. Stample, bibliothèque collaborative en ligne. Oulala, alors ça, bon, évidemment, ça c'est très bon, très bon. Site de rencontre amicale. Tout à fait. Alors, Happy Reward, logiciel révolutionnaire de fidélisation client. Tout à fait. Comment ça s'est opéré la rencontre? C'est vous qui êtes allé les chercher ou c'est eux qui sont venus toquer à votre porte? On a aujourd'hui, après 9 mois après le lancement de French Accelerator, on a trois piliers sur lesquels on s'appuie pour avoir des startups. Le premier, c'est que Estelle, qui s'occupe notamment du marketing, on a un site internet qui plaît énormément et qui permet d'avoir une vingtaine de dossiers déposés par semaine. Deuxièmement, on a aussi les fonds d'investissement français avec qui l'on travaille depuis le début, où les fonds d'investissement, en fait, ils ont cette stratégie toujours 6-8 ans ou 8 ans, où les 3 premières années, ils vont acheter des parts dans des sociétés, les 3 années suivantes, ils vont capitaliser sur ces sociétés avant de les revendre. Et donc, on travaille dans cette deuxième phase avec ces fonds d'investissement qui nous appellent, qui nous disent, écoutez, j'aimerais bien valoriser ma société, je ne sais pas comment les aider aux États-Unis, ma start-up, donc est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc, là, à ce moment-là, on les aide. Et il y a un troisième pilier qui est important, c'est qu'on on est 6 associés dans cette société, et un de nos associés, Jonathan, lui a son bureau à Paris, et il est à la source, disons, des start-up en France pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs. Alors, on a parlé de 6 startups, il en manque 3. Oui, tout à fait. C'est quoi les noms? Alors, celle que nous avons signée ce matin, c'est Strip Messenger. Oui. C'est une nouvelle façon de communiquer entre personnes, mais sous le principe de BD, avec la possibilité d'avoir des personnages. C'est un petit peu la nouvelle génération ou la prochaine génération des émoticônes. Et cet entrepreneur, Albin, non seulement a levé déjà plusieurs reprises de l'argent, il a le support de gens comme BPI, et là, maintenant, on va l'accompagner sur Los Angeles pour pouvoir signer des contrats de licence avec des gens comme Disney, Mattel, Bandai, pour pouvoir encore augmenter le nombre d'utilisateurs de la plateforme. Et les 2 autres, comment elles s'appellent? Les 2 autres sociétés, donc une société qui s'appelle Nonly, donc Nonly, une très belle société située à Marseille, dirigée par 2 frères qui ont maintenant une douzaine d'employés, qui font à peu près, je ne sais pas s'ils veulent que je communique sur leur chiffre d'affaires, mais qui sont près du million de chiffre d'affaires. On ne dit pas de chiffre d'affaires. Mais par contre, ces gens-là travaillent dans l'optimisation de la publicité, notamment pour le secteur de la presse. Beaucoup d'éditeurs de presse ont maintenant un site internet, et ces gens arrivent pour pouvoir vraiment les aider à optimiser les revenus publicitaires. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que par exemple aux États-Unis, le business de la presse est complètement différent. En France, on a à peu près 2000 éditeurs de presse. Aux États-Unis, c'est 200.
C'est 200, mais par contre avec une diffusion bien plus importante. Et aucun d'entre eux sont équipés d'outils d'optimisation comme ceux de Nonly, et donc nous allons attaquer le marché avec eux. Il en reste une. La dernière, donc c'est Happy Reward. Ah, mais non, donc on en a déjà parlé. Voilà. Alors, je reste... ça, il y a plusieurs startups donc, qui sont là depuis 6 mois. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours, des réussites concrètes dont on peut parler? On parlait là juste d'Happy Reward. On est fiers de pouvoir leur avoir amené leur premier client américain, qui est un tout petit client qui s'appelle Oracle. Donc, tout petit, je n'ai jamais entendu parler. On est très fiers de ça. Kepri, c'est une belle société. Hein. À la base, ce n'était pas une société, c'était une technologie qui appartient à une belle société française qui s'appelle Wister, qui est une société d'une 60aine de personnes et 22 millions d'euros de chiffre, qui est spécialisée dans la monétisation du trafic Internet sur mobile. Et depuis quelques années, ils utilisaient des outils pour pouvoir optimiser les pages qu'ils vendent. Et ils n'étaient pas contents des outils Google, Adobe, etc. Ils ont développé leur propre technologie d'A/B testing, et qui est unique, qui est temps réel, pas cher, multiplateforme. Et ils ne savaient pas comment s'y prendre, comment vraiment attaquer le marché américain, et ils nous ont fait confiance. Alors, je pense que maintenant, on sait un peu mieux sur Los Angeles, on sait un peu mieux aussi sur French Accelerator. J'aimerais quand même finir sur vous, parce qu'au-delà d'être les deux cofondateurs de French Accelerator, vous avez été aussi entrepreneur, en tout cas vous avez eu des responsabilités, vous chez Génie Mobile et vous chez French Morning, vous êtes occupé de la publicité, vous avez été directrice de la publicité, si je ne me trompe pas, il faut me reprendre. À quel moment vous vous êtes dit, alors que vous avez des positions assez confortables, vous êtes dit, il faut qu'on lance French Accelerator, il faut qu'on lance ce truc-là qui n'existe pas vraiment, qui est un peu différent, pour accueillir ces startups françaises. Ça s'est passé comment? C'était quoi le déclic? Moi, je pense que de toute façon, Laurent, lui, a commencé sa carrière un petit peu à l'envers en tant qu'entrepreneur à 24-25 ans. Après, il est allé travailler pour des gros groupes. Et quand on est entrepreneur, on a ça dans le sang, il fallait qu'il revienne. Moi, donc revenir dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours 800 mois sans jamais oser le faire. Et c'est vrai qu'avec les années et le constat de tout ce qui se passait, toutes les erreurs que les Français ont pu faire aux US, on s'est dit, OK, là, il y a quelque chose à faire, on va le faire ensemble. On avait vraiment la volonté de monter un projet ensemble. Et pour nous, c'était clair que French Accelerator, c'était ce qu'il fallait faire à Los Angeles. On s'approche aussi des présidentielles en France. C'est un sujet qui est important, mais qui est assez lourd quand même, il faut dire les choses, surtout dans l'état d'esprit dans lequel on est maintenant. Vous qui êtes à Los Angeles, du côté du Pacifique, très loin donc de la France, comment est-ce que vous nous voyez? Comment est-ce que vous imaginez ces 10 prochains mois? Je vous avoue que je peux vous poser la même question avec nous, la politique aux États-Unis, avec Monsieur Trump et Madame Hillary Clinton. Mais les États-Unis, c'est un pays continent entre New York et le Texas. On parle déjà de choses différentes. La France, c'est plus petit. Vous savez, je pense que nous sommes Français avant tout, même si ça fait plus d'une décade tous les deux que nous sommes sur les États-Unis. On reste Français, on reste attaché à nos valeurs, et on en fait même un business aujourd'hui. Donc, j'avoue que les raisons pour lesquelles je suis parti de la France il y a peut-être 10 ans, c'est aussi la politique. Et on devient très distant avec la politique. On aime beaucoup la France, on aime beaucoup les Français, mais je crois qu'on se rend un petit peu distant de ces choses-là. D'accord. Et pour vous, dites-nous ce que vous voyez de la France. Comment est-ce que vous nous... C'est vrai qu'on n'est pas si loin que ça de la France, parce qu'on est quand même très proche d'entités comme le consulat, des chambres de commerce. Donc c'est vrai qu'on a quand même une relation avec la politique française. On voudrait s'en éloigner, mais elle revient toujours vers nous. Et puis avec tous les mouvements de French Tech, etc., de travailler avec des entités bancaires publiques, c'est vrai qu'on reste tout de même très proche et on voit qu'il se passe des choses. Et nous, on le voit avec la visibilité qu'on a à Los Angeles, de faire la promotion de Los Angeles. On voit que maintenant, ces entités publiques s'intéressent à ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas s'éloigner de la politique. On y reste tout de même très proche. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux startups françaises qui, justement, alors ça oscille entre on a envie de rester chez nous tranquillement au chaud, et de l'autre côté des gens qui disent je vais m'en aller, ce pays c'est nul et tout ça. Vous avez envie de leur dire quelque chose à ces startups qui nous regardent là maintenant? Ah oui, moi je continue à innover. Continuez, vous êtes extrêmement créatif, continuez à être créatif, et n'ayez pas peur de vous.
N'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur des États-Unis, n'ayez pas peur de Los Angeles. Si vous êtes une start-up, en tout cas, qui avait réalisé une belle levée de fonds, enfin une série A, et que vous êtes en hyper-croissance, en tout cas, et si vous vous intéressez surtout à Los Angeles, vous adressez à Laurent Rubin et Estelle Garnier. Nous, en tout cas, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro des Entrepreneurs du Monde. Je vous remercie d'être passé par notre plateau. Merci et puis, j'espère vous revoir bientôt pour nous raconter d'autres belles histoires d'entrepreneurs expatriés à Los Angeles. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.